Cet après-midi, je vous raconte une épouse d'ambassadeur qui est devenue une icône de la diplomatie européenne lors des différents congrès qui ont suivi la chute de Napoléon, en côtoyant tous les grands de son monde, ou la véritable histoire de Dorothée de Liévin, la princesse diplomate. Quelle a été son influence ? Comment a-t-elle agi officieusement en faveur de l'Europe ? A-t-elle été la première européenne à nos intérêts qu'il nous serait possible de les désirer ? Ses manœuvres habiles lui valent encore un surnom, celui de Sibylle de la diplomatie. Contrairement à beaucoup d'égéries, la princesse de Liévin n'officie pas dans l'ombre des alcôves. Aux côtés de son époux ambassadeur, elle vit à Saint-Pétersbourg, Berlin, Londres et Paris. C'est elle qui mène la danse dans les salons européens. Au congrès de Vienne de 1815, puis d'Aix-la-Chapelle en 1818, les grandes puissances victorieuses de Napoléon redessinent la carte de l'Europe. C'est au cours des mondanités qui entourent ces sommets que les femmes, jusqu'alors exclues de la politique, s'immiscent dans le secret de la diplomatie. Dorothée de Liévin, véritable icône du concert européen, en est le meilleur exemple. C'est sous le nom de Dorothée von Becken, célébrée le 1er février 1800, Dorothée partage son bonheur avec son frère en lui écrivant « Vous connaissez mon mari, avec quel plaisir je lui donne ce nom. Aussi vous devez comprendre combien je l'aime, combien je suis heureuse. » Dorothée von Beckendorf devient comtesse de Liévin et fait son entrée dans le monde sous un ciel assombri. Car oui, à la cour de Saint-Pétersbourg, des nuages se profilent à l'horizon. Depuis son arrivée au pouvoir en 1796, à la mort de Catherine II, le tsar Paul Ier soumet la Russie à un régime de terreur. Il enchaîne les erreurs et parvient à se mettre à dos toute l'aristocratie de Saint-Pétersbourg, les officiers des principaux régiments de l'armée, l'église russe et même les Anglais. La comtesse de Liévin couche ses impressions dans son journal. Elle écrit que le caractère ombrageux de l'empereur a pris un caractère effrayant, que les apparences les plus puériles prennent à ses yeux les proportions d'un complot. Le tsar est en train de sombrer dans la paranoïa. Il destitue et exile arbitrairement. Et on lui doit aussi des mesures étranges concernant l'habillement, comme l'interdiction des gilets. Oui, ils sont selon lui les causes de la Révolution française. Vient ensuite la guerre au chapeau rond. La police reçoit pour ordre d'arracher ses couvre-chefs jugés trop français de toutes les têtes et de les détruire immédiatement. Les prisons se remplissent pour un oui ou pour un non. Heureusement pour lui, le comte de Liévin est encore dans les bonnes grâces du tsar. Un jour, après un oubli dans son service, il se fait traiter de sot par un envoyé de Paul Ier. L'incident n'ira pas plus loin. Les hauts personnages de la cour, avec à leur tête le comte de Pahlen, fomente un complot pour destituer le despote. Le comte de Liévin n'est pas mis dans la confidence, ce qui fera écrire à Dorothée « Ce fut là l'une des bonnes fortunes de la carrière de mon mari. » Car bien plus tard, les conjurés seront punis. Punis, oui, pour avoir assassiné le tsar dans la nuit du 11 au 12 mars 1801. C'est son fils Alexandre, 23 ans, qui lui succède et prend sa place sur le trône de Russie. Partout où il passe, on l'acclame. D'un bout à l'autre de la Russie, on célèbre la fin de 4 années de despotisme. L'allégresse s'empare du pays. La comtesse de Liévin le résume ainsi. On s'était couché esclave opprimé, on se réveillait libre et heureux. Cette pensée dominait toutes les autres. On était affamé de bonheur et on s'y livra avec la confiance de l'éternité. Le changement de règne ne modifie pas la situation de la famille Liévin. Sa belle-mère conserve sa place à la cour, tandis que son époux est nommé lieutenant général. Dorothée de Liévin accomplit avec plaisir ses obligations mondaines, étant à la cour comme à la ville de toutes les fêtes. On la voit au palais d'hiver, au palais Michel et dans les salons de la capitale. Admise dans l'intimité de l'impératrice, elle est l'amie des grandes duchesses. Dans les bonnes grâces de l'empereur, elle noue des liens avec les personnages les plus haut placés, ce qui lui permet de raconter dans ses lettres les mœurs, les plaisirs, les scandales et les drames de la Russie dans les premières années du règne d'Alexandre. Mais bientôt, malgré un quotidien bien rempli, la solitude la guette. Si elle cherche le divertissement à tout prix, c'est pour lutter contre celui qui sera toujours son plus grand ennemi, l'ennui. Qu'importe la façon pourvu qu'on s'amuse, écrit-elle dans une lettre. Son mari est souvent absent. En 1805, il accompagne l'empereur dont il est aide de camp à la bataille d'Austerlitz. La troisième coalition
tente de lutter contre l'ascension de Napoléon. C'est un échec. Après les batailles d'Eylau et de Friedland, l'empereur des Français se rapproche des frontières de la Russie. En 1807, Alexandre Ier le rencontre à Tilsit et signe avec lui un traité de paix qui sera sévèrement critiqué par la cour de Saint-Pétersbourg et notamment par Dorothée de Liévin. Voir son souverain qu'elle idolâtre contraint de traiter avec ce Français, quelle humiliation! L'amoureuse naïve des premières années laisse la place à une patriote engagée. Je suis resté seul chez moi parce que la disposition de mon esprit m'éloigne absolument des plaisirs, écrit celle qui se prend au jeu de la politique. À 22 ans, la comtesse de Liévin commence à voir plus loin que le bout de son nez. Et ça tombe bien car il est temps de voyager. À la fin de l'année 1809, le comte, son époux, troque l'uniforme militaire pour une carrière diplomatique. À sa demande, il est nommé ambassadeur à la cour de Prusse. Direction Berlin, où une mission sans grand éclat l'attend. Il s'agit grosso modo de soutenir Frédéric Guillaume qui attend mollement sa revanche sur Napoléon. De son côté, Dorothée de Liévin s'ennuie, et pas qu'un peu, à en croire ce qu'elle écrit. « Ma santé n'est pas bonne, ma beauté est au diable et mon humeur n'est pas brillante. Il n'y a pas de quoi la voir gentille non plus. » Elle s'occupe surtout de ses 3 garçons. Heureusement, le séjour sera plus bref que prévu. Au printemps 1812, les faubourgs de Berlin sont remplis de troupes françaises. Napoléon, qui veut contraindre Alexandre Ier à accepter une nouvelle paix, se dirige vers l'Est. De son côté, le tsar contre-attaque. Pour ce faire, il se rapproche des Anglais qui ont défait l'empereur des Français à Trafalgar en 1805. Il envoie alors un homme de confiance, le comte de Liévin, comme ambassadeur à Londres. Dès son arrivée dans la capitale britannique en 1812, Dorothée reçoit tous les égards de la haute société. Cela faisait des années qu'aucun corps diplomatique n'était présent à la cour de Londres. L'apparition d'une ambassade de Russie fait sensation. Toute l'aristocratie la convie à ses fêtes. Le dépaysement est total. Dorothée se plaît dans ce pays où l'ennui semble ne pas exister. Elle se fait de nombreux amis, parmi les plus prestigieux du pays, et devient intime avec le prince régent qui tient le pays alors que son père Georges III a sombré dans la folie. La famille royale, est aussi proche de la princesse Charlotte, l'invite à Brighton et au château de Windsor. En 1814, les coalisés pénètrent en France. Napoléon est défait en juin 1815 à la bataille de Waterloo. L'Europe est délivrée. Louis XVIII recouvre sa couronne. À Vienne, les grandes puissances se réunissent pour redessiner la carte de l'Europe. Mais en février 1815, Napoléon quitte l'île d'Elbe et prépare son grand retour. La comtesse de Liévin commande tous les événements. Elle écrit en avril suivant que d'événements depuis quelques semaines et comme un peu de prévoyance eût pu faire éviter toutes les calamités qui attendent encore l'Europe. Au moins l'énergie et les forces que déploient les puissances promettent-elles une fin prompte à cette nouvelle crise. De septembre à novembre 1818, elle accompagne son mari au congrès d'Aix-la-Chapelle. Là-bas, elle fait la rencontre d'un des plus grands ennemis de Napoléon, le prince de Metternich. Avec cet Autrichien, la comtesse connaît une nouvelle passion. Et les mots parlent d'eux-mêmes. « À demain, lui écrit-elle. Demain, je t'aimerai comme tous les autres jours de ma vie. Mon ami, comme il m'est doux de t'aimer. C'est une si ravissante chose. » L'homme du congrès de Vienne lui répond « Je t'aime à Carlsbad comme au pied du Vésuve et dans les ruines de Paestum et aux Champs-Élysées. » Quand Dorothée commence une 5e grossesse, la rumeur court qu'il s'agirait du fruit de leur adultère. Mais quand celui qu'on surnomme l'enfant du Congrès naît en 1819, cela faisait 11 mois que les amants ne s'étaient pas vus. Des rumeurs, il y en aura bien d'autres, et des critiques aussi, car Dorothée de Liévin est aimée autant que redoutée, comme toutes les personnes de pouvoir. Les femmes de la cour jalousent cette comtesse qui prend place auprès des plus grands. Et la modestie n'est pas le point fort de celle qui aime à dire « Un endroit où je ne suis pas n'est pas à la mode ». Les ministres anglais se plaignent, je les cite, qu'elle intrigaille trop avec l'opposition. Même le roi de France, Louis XVIII, met en garde son ambassadeur contre les petites perfidies de Madame de Liévin et de son cher amant, Metternich. Le 23 octobre 1822, elle est à Vérone, où elle trouve toute l'Europe réunie. Les empereurs de Russie et d'Autriche, le roi de Naples, le roi de Sardaigne, la plupart des petits princes italiens, la fine fleur de la diplomatie.
Dorothée Liévin est la seule femme. Tous les soirs, le congrès se réunit chez elle. Passé les congrès, mais alors qu'elle va sur ses 40 ans, sa santé n'est plus au beau fixe et l'ennui repointe le bout de son nez. Ses contemporains la décrivent blasée et jugent son attitude froide. Il faut dire que 3 de ses enfants sont partis. Tous militaires, ils voyagent au gré de leur affectation en Europe. Et que pour rajouter à sa peine, le tsar Alexandre s'éteint en 1825. Seule consolation avec l'avènement de Nicolas Ier, la famille Liévin reçoit un titre princier. Pour tromper l'ennui, celle qu'on peut enfin appeler princesse de Liévin se plonge corps et âme dans la politique. Elle change d'avis au gré des événements. Ses amis d'hier sont ses ennemis d'aujourd'hui. Tel est le sort réservé au duc de Wellington, son ancien allié, quand il prend parti pour la Turquie contre la Russie. Pour le mettre en échec, elle use de son influence sur le roi avec qui elle dîne régulièrement. Persuasive, elle parvient à faire nommer son nouvel ami George Canning à sa place. Et quand Wellington revient quelques années plus tard, elle fait tout pour lui faire barrage, flatte ses adversaires et s'allie à l'opposition parlementaire comme à celle des journaux. Sa plume est acerbe. Elle écrit par exemple que le duc de Wellington a été forcé de se faire libéral comme Sganarelle s'est fait médecin dans la comédie de Molière. Du nouveau ministre des Affaires étrangères, Laura Aberdeen, elle dit qu'il n'est qu'un pauvre diplomate. Il y a sorte de vérité qu'il ne subisse de ma part. Il est fort aisé de le convaincre, mais cela ne le mène à rien. Il n'est que le premier secrétaire de Wellington. Son jugement est sans appel. La princesse de Liévin est implacable envers quiconque ne professe pas une opinion pareille à la sienne. Elle n'hésite pas à utiliser du chantage quand elle le juge nécessaire, notamment avec le comte Grey, devenu ministre après la chute de Wellington, à qui elle ira jusqu'à déclarer qu'elle ne le verra plus s'il combat le traité qui assure l'indépendance de la Grèce. Vous avez là un aveu, je ne veux pas dire une menace, très sincère et très ferme, affirme-t-elle de sa plume. Adieu, milord, c'est la première fois que je n'ajoute pas un mot d'amitié à ma lettre. Et ça marche. En 1830, le roi George IV meurt et son frère, le duc de Clarence, lui succède sous le nom de Guillaume IV. La princesse de Liévin y va de son petit commentaire. D'abord le roi, quel drôle de roi, quel bon enfant, quelle pauvre tête. Je crains qu'elle ne lui échappe tant sa joie de régner est grande. Cette même année, elle juge avec bienveillance la révolution en France qui destitue Charles X et le remplace par Louis-Philippe d'Orléans. L'élan révolutionnaire touche d'autres pays européens comme la Pologne et la Belgique. Un vent de liberté souffle sur l'Europe. Mais en 1834, c'est un vent froid qui souffle sur les relations entre la Russie et l'Angleterre. La mission du prince de Liévin à Londres prend fin. Il est temps de rentrer à Saint-Pétersbourg où il est nommé gouverneur du Tsarévitch. La princesse ne s'attendait pas à une telle nouvelle. Elle dit se réjouir de rejoindre l'empereur et l'impératrice et de vivre dans cette Russie qui, pour reprendre ses mots, a toujours été l'objet de son orgueil et de son amour. Mais c'est plutôt pour la forme, car dans le fond, elle est désespérée de quitter ce pays où elle vient de passer 24 de ses plus belles années. Elle regrette, je la cite, un beau climat, une belle position sociale, des habitudes de luxe et de confort que je ne puis retrouver nulle part. Les Liévins s'installent à Tsarskoïe Selo, aujourd'hui Pouchkine, à quelques kilomètres de Saint-Pétersbourg. Dorothée a retrouvé son compagnon des mauvais jours, l'ennui. Et le chagrin vient vite se joindre à lui. Au mois de mars 1835, elle apprend une terrible nouvelle. 2 de ses fils, Arthur, le petit dernier, et Georges, l'enfant du Congrès, âgés respectivement de 10 et 14 ans, meurent, emportés par la fièvre scarlatine. Sa peine est incommensurable. « Je voudrais avoir un intérêt, une occupation dans le monde », écrit la mère éplorée. « Je me sens capable encore d'occuper utilement mon esprit, mais cette occupation, le seul remède possible pour moi me manque, et la vie n'est plus qu'un vide affreux, une tristesse éternelle, et ne me laisse d'autre désir que la tombe. » La princesse a besoin de distraction, et ce n'est pas à la cour de Russie qu'elle va en trouver. Sa santé, qui reflète les sensations de son âme, décline dangereusement. Les médecins qu'elle consulte à Berlin sont unanimes. Un nouveau séjour en Russie aurait raison d'elle. La princesse de Liévin veut vivre ailleurs. Oui, mais où ? En septembre 1835, séparée de son mari, la princesse de Liévin s'installe seule à Paris.
Le tsar refuse qu'elle y fasse de la politique et veut la faire revenir au pays, mais Dorothée se défend de toutes ses forces. De 1, elle est d'une santé trop fragile et le voyage jusqu'en Russie la tuerait. De 2, elle ne fait pas de politique, mais essaye simplement de se distraire en côtoyant des personnalités de tous horizons. Face à sa détermination, son souverain plie et n'insiste plus. Pourtant, force est de constater qu'elle a menti. C'est une femme purement politique, commente son amie Lady Granville, épouse de l'ambassadeur d'Angleterre à Paris, avant d'ajouter qu'il lui faut des gens de pouvoir. De son côté, Metternich écrit à l'ambassadeur d'Autriche à Paris et lui demande pourquoi il n'entend plus parler de la princesse de Liévin. Il précise qu'elle doit, je cite, « se remuer dans un sens quelconque, car il n'est pas dans sa nature de rester tranquille ». En effet, la princesse conduit Adolphe Thiers à la présidence du Conseil en 1836 et fait dans le même temps la connaissance de son rival François Guizot. Le coup de foudre est immédiat et bientôt réciproque. Quelques mois plus tard, il répond à ses missives enflammées. « Vous n'êtes plus seuls ». Leur histoire d'amour ne tarira jamais, malgré leurs âges avancés, et va durer 20 années. Dans le célèbre entresol qu'avait occupé Talleyrand rue Saint-Florentin, dans le 1er arrondissement de Paris, la princesse de Liévin ouvre un salon. Toute l'Europe s'y rencontre, parfois plus encore que chez la restée célèbre Madame Récamier. Jusqu'à sa... Europe 1, historiquement vôtre. Christophe Juban, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Merci, Stéphane. La Sibylle était dans l'Antiquité une prophétesse qui rendait des oracles. Par sa clairvoyance, on peut dire que ce surnom sied parfaitement bien à Dorothée de Liévin. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors oui, pour comprendre, il faut savoir qu'à Londres, elle n'avait pas à proprement parler un salon comme on l'entend en France au XVIIIe ou XIXe siècle, où on réunissait autour d'une femme généralement des personnalités du monde littéraire, politique ou artistique. Mais en fait, toutes les personnalités du monde politique anglais viennent la voir à l'ambassade de Russie ou dans sa résidence à Richmond, près de Londres. Et tout ça pour discuter avec elle et avoir des tête-à-tête. Donc on parle bien entendu de diplomatie européenne, mais aussi de politique intérieure, car on sait qu'elle a l'oreille de Georges IV. Alors en fait, c'est une femme qui a une grande intelligence des situations et des hommes, une grande autorité naturelle. Elle est très bien informée, effectivement, de tout ce qui se passe en Europe. Elle a un jugement très sûr. Elle anticipe les événements. Elle sait où elle va. Il n'y a pas d'hésitation chez elle. Et très souvent, elle a un coup d'avance. Vous avez parlé de l'épisode de Charles X. Eh bien des mois avant la Révolution de juillet 1830, elle anticipe la chute de Charles X. Christophe Juban, vous publiez Dorothée de Liévin, diplomate et icône du concert européen aux éditions Michel de Maulle. Dans un premier temps, j'aimerais que l'on donne quelques éléments de définition. Qu'est-ce que vous appelez le concert européen ? Alors le concert européen, il a été mis en place en fait par les 4 grandes puissances qui ont vaincu Napoléon, c'est-à-dire la Russie, la Grande-Bretagne, l'Autriche et la Prusse. Donc il a été mis en place en 1815. En fait, c'est une sorte de directoire qui est chargé de préserver la paix en Europe après 20 années de guerre. Alors, une partie des traités ont été conçus pour protéger l'Europe contre un retour d'une possible révolution en France. La France doit accepter sur son sol, d'ailleurs, pendant plus de 3 ans, des armées d'occupation, dont le général en chef est Wellington, celui qui a vaincu Napoléon à Waterloo. Alors, il y a 2 grands architectes de ce concert européen. En fait, ce sont les ministres des Affaires étrangères anglais et autrichiens, Lord Castlereagh et Metternich, dont vous avez parlé. Et tout ça sous le parrainage d'Alexandre Ier. Alors c'est une paix qui est basée sur l'équilibre des puissances, la réalpolitik. D'ailleurs la thèse de doctorat de Henry Kissinger a été consacrée à Lord Castlereagh et Metternich au sujet de ce congrès de Vienne. Donc elle a été essentiellement établie à Vienne, comme je le disais. En 1818, c'est une date importante, au congrès d'Aix-la-Chapelle, l'Europe se réunit pour la première fois de son histoire en temps de paix. La France, en 1818, est réintégrée au concert européen. En fait, ce sont les origines de l'Europe. Donc, et l'objectif de préserver la paix, on peut dire, a été un succès, parce que pendant 40 ans, il n'y a pas eu de guerre entre les grandes puissances. La première, c'est la guerre de Crimée. Et alors le concert européen est fragilisé, et puis il y a toute une génération d'hommes qui ont fait vivre ce concert européen, comme Wellington, Metternich, qui disparaissent, qui meurent, comme la princesse de Liévin qui va mourir peu après la guerre de Crimée. Et puis il y a une nouvelle génération d'hommes, donc Napoléon III, Bismarck, Cavour, qui arrivent au pouvoir. Voilà, mais grosso modo, c'est quand même un siècle, 1815-1914, sans guerre générale en Europe.
J'ai raconté dans le récit le rôle qu'a joué Dorothée de Liévin dans les relations diplomatiques européennes de la première moitié du XIXe siècle. À sa mort en 1857, le journal des débats écrivait qu'elle était une grande dame et une grande âme européenne. Ces mots figurent en exergue de la biographie que vous lui consacrez. Quelle était sa vision de l'Europe ? Alors en fait, vous me posez deux questions. D'abord, en quoi elle était une grande dame européenne ? Alors je veux dire que rarement dans l'histoire, je pense, une femme a eu une complicité, une intimité avec les plus grands diplomates de différents pays. Je veux dire, l'Autrichien Metternich, dont elle était la maîtresse, les Anglais, Lord Grey et Lord Aberdeen, ministre des Affaires étrangères et Premier ministre anglais, la France avec Guizot, bien entendu, et puis la Russie, elle était très très proche des Romanov. Alors ensuite, vous me demandez quelle était sa vision de l'Europe. En fait, c'est une femme diplomate qui a été toute sa vie au service de la paix. J'ai une grande passion dans le cœur, écrit-elle un jour à Aberdeen, c'est la paix. Et sa Bible, en fait, c'était les traités du Congrès de Vienne qu'elle connaissait par cœur et qu'elle cite abondamment dans sa biographie. Alors après la guerre de Crimée, elle est convaincue que seule une alliance entre la Russie et son pays d'origine, la Grande-Bretagne, la France, les pays d'adoption, seule cette alliance serait capable de garantir la paix en Europe. Alors malheureusement, ce ne sera pas le cas, parce que l'Angleterre, dans la seconde partie du XIXe siècle, va s'éloigner des questions européennes pour se consacrer à son empire colonial. Et puis la Russie, qui est défaite au cours de la guerre de Crimée, va plutôt se pencher vers ses problématiques intérieures. Et puis donc deux questions européennes importantes qui vont émerger à partir de 1848, la révolution de 1848, la question allemande et la question italienne, eh bien elles vont se résoudre sans le concert européen et la France va se trouver seule face à la Prusse en 1870. Je n'ai jamais aimé être considérée comme une simple épouse. Ce sont les mots de Dorothée de Liévin. Elle était mariée à un ambassadeur, mais il faut rappeler qu'elle n'a jamais eu de rôle officiel. À quoi aspirait-elle cependant ? Alors, en fait, la phrase que vous citez, c'est bien ça qui en fait une femme exceptionnelle, hein, parce qu'elle aurait pu se contenter, comme bien d'autres femmes, d'être une simple femme d'ambassadeur, ou encore d'avoir une position extrêmement honorable à la cour de Russie. Mais elle a beaucoup d'ambition, elle est très consciente de ses supériorités, et elle veut être l'égale des ambassadeurs et des ministres des Affaires étrangères qu'elle côtoie continuellement. Et on lui reconnaît cette supériorité d'ailleurs. On parle d'égal à égal avec elle, hein, et elle ne se prive pas de donner des leçons aux hommes les plus éminents. Un jour, par exemple, elle écrit à Lord Grey « Mon mari va venir vous voir. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne pourrait pas être moi plutôt que lui. Les affaires seraient tout aussi bien menées. » De fait, par ses relations, par son influence, elle est devenue une sorte d'ambassadrice officieuse. Quelles étaient ses qualités de diplomate ? Parce que elle qui a initié le ministre français François Guizot à la diplomatie, en fait, elle a eu un rôle beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Oui, alors sa principale qualité, je crois, hein, c'est pas celle qu'on attribue généralement à des diplomates, hein, qui ont tendance à agir de façon extrêmement prudente, à avancer masqué, à louvoyer. Hein. Non, Dorothée, sa principale qualité, c'est, je crois, la franchise. Elle dit clairement ce qu'elle pense, et c'est pour ça qu'on vient la voir à l'ambassade de Russie à Londres. Si on veut prendre un exemple, un jour, Lord Grey, donc Premier ministre, reçoit l'ex-président du gouvernement provisoire de Pologne après l'insurrection de 1831. Et voilà dès le lendemain ce qu'elle lui écrit. La réception que vous avez donnée au prince Sarotorski peut être regardée comme une insulte par un allié tel que la Russie. Quand Lord Grey est Premier ministre de l'Angleterre, Lord Grey, en tant que personne privée, cesse d'exister. Vos actions sont celles de l'Angleterre. Je suis plus qu'étonné que cela ne vous soit pas venu à l'esprit. Vous me connaissez assez pour être certain que je ne saurais vous refuser l'expression de ma pensée. Voilà, toute Dorothée est là, et encore une fois, ils sont très très intimes avec Lord Grey. Mais elle s'est donc fait des ennemis, chemin faisant. Oui, alors absolument. Des ennemis, elle en a eu plein. Canning, Wellington, Metternich, mais avec eux, ça finit toujours par s'arranger. En revanche, son principal ennemi, c'est Lord Palmerston. Alors c'est elle qui suggère à Lord Grey, Premier ministre, de nommer Lord Palmerston comme ministre des Affaires étrangères. Et c'est un geste qu'elle va regretter toute sa vie. C'est lui qui est le principal, Lord Palmerston, responsable du départ des Liévins à Londres. D'une certaine façon, il était jaloux des relations qu'elle avait avec le Premier ministre Lord Grey, et qu'elle interférait trop dans la vie politique anglaise, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Lord Palmerston, il incarne une diplomatie fondée sur les rapports de force. C'est la diplomatie de la canonnière. Hein. Rappelez-vous, la guerre de l'opium, c'est lui.
Pour Dorothée, il met en danger le concert européen. Donc Palmerston, c'est son éternel ennemi. Mais je voudrais encore insister sur... elle n'a pas eu des changements et des ennemis, des amis, etc. Elle a eu des relations quand même très complices, très marquées par un profond respect avec ces 3 personnalités qui ont duré extrêmement longtemps, Lord Grey, Lord Aberdeen et Guizot. Christophe Jubon, dans la biographie que vous lui consacrez, vous écrivez que Dorothée de Liévin est un personnage de roman, un personnage balzacien même. Qu'est-ce qu'elle a de romanesque ? Alors tout d'abord, la vie de cette femme, c'est un destin. Encore une fois, rien ne l'a prédisposée à devenir ce qu'elle est devenue. Je crois qu'essentiellement, c'est une femme libre. Vous connaissez l'ouvrage Les lettres de Russie, écrit par Custine, en 1839, c'est-à-dire à peu près à l'époque où Dorothée revient à Saint-Pétersbourg. C'est un monde où règne l'ennui du fait d'un manque de liberté. Je crois que Dorothée, c'est peut-être la femme la plus libre de l'Empire russe. Un épisode qui éclaire cela, en 1837, quand elle s'installe vraiment en France, elle est prête à affronter la colère du tsar, et le tsar lui demande de rentrer en Russie. Et il dit alors à son mari, Christophe de Liévin, « Mon honneur et ma dignité sont blessés par votre femme. Elle seule a jamais osé braver mon autorité. Faites-vous obéir par elle. Si vous ne réussissez pas, c'est moi qui la réduirai en poussière. » Et Dorothée de Liévin reprend crânement en écrivant à Guizot, « Il nous reste à savoir comment. » Et donc cette liberté, elle exprime de façon assez charmante dans une lettre à Guizot, « Je n'aime pas la contrainte, des souliers étroits, un ruban qui me serre. » Et donc sa vie commencerait comme le roman La guerre et la paix, en fait, puisque la jeunesse de Dorothée, c'est la jeunesse des héroïnes du roman de Tolstoï. Alors on dit effectivement que Balzac se serait inspiré du couple Liévin-Guizot pour imaginer le début de son roman La princesse de Cadignan. Et puis on connaît les lions de Balzac, Rastignac, Rubempré, Marsay. Eh bien je crois que la princesse de Liévin, c'est une lionne qui aurait dévoré toutes les lionnes des romans de Balzac. Et s'il avait eu le temps de consacrer un roman à la diplomatie, je crois que Balzac aurait fait du personnage de la princesse de Liévin son héroïne. Alors, intéressons-nous un peu plus à sa personnalité. Comment ses contemporains la décrivaient-ils ? Alors, quand elle arrive à Londres, en 1812, elle a 27 ans, on lui reconnaît très rapidement son intelligence, sa gaieté, son humour. Elle a beaucoup d'esprit. Elle a en horreur les personnes ennuyeuses. Et on dit également que son intelligence est sans pitié. Mais très rapidement, on reconnaît ses talents de diplomate. Un conseiller de Metternich écrit par exemple « C'est une femme d'un esprit très supérieur et infiniment actif, aimant avec passion les affaires publiques et capable de traiter avec toute l'intelligence et toute la finesse d'un ministre consommé. » Ou Metternich encore, quand il la rencontre à Aix-la-Chapelle, il lui écrit « Tu es un homme pour l'esprit, une femme pour la finesse du tact. » Le tsar Alexandre Ier, lui, la qualifie de femme d'État. Et puis ses détracteurs parlent d'elle comme une intrigante, on lui reproche son arrogance. Voilà comment ses contemporains la peignaient. Dorothée de Liévin, on l'a dit, malgré sa grande influence, n'a jamais eu de rôle officiel. Toute sa vie, elle a lutté contre l'un des mots féminins de l'époque, c'est l'ennui. L'ennui des femmes qui ne pouvaient investir l'espace public. C'est donc par la diplomatie qu'elle a réussi à contrer son ennui ? Oui, alors effectivement, toute sa vie, elle a lutté contre l'ennui. C'est vraiment un leitmotiv qui revient très souvent dans sa correspondance. Il faut se rappeler aussi qu'on est en pleine période romantique. Elle lit tous les romans de Walter Scott. Elle adore Lord Byron. Donc le thème de l'ennui est à la mode. Alors oui, effectivement, la diplomatie, la haute politique, comme elle appelle, c'est une façon de sortir de l'ennui. Quand elle est en Italie, par exemple, pour des raisons de santé, elle n'a plus la visite quotidienne des hommes d'État anglais, plus de nouvelles pour s'abreuver. Alors elle écrit à son amant Metternich, « Tout cela est bien beau, le soleil réchauffe mon corps, mais pas mon esprit. Ah, si seulement il y avait des journaux !» Puis, elle qui a été éduquée sous un régime autocratique en Russie, elle choisit de venir vivre en France, là où il y a un régime parlementaire, là où il y a des débats au Parlement, et là, il y a des journaux, etc. Donc, elle a besoin effectivement d'une activité permanente. Et puis, à souligner aussi quand même qu'elle est une excellente pianiste et que régulièrement le matin, elle joue le piano. Un mot sur les lettres de Dorothée de Liévin, qui a été une grande épistolière et qui a entretenu une correspondance très dense. Toutes ces lettres, qui s'étalent sur plusieurs décennies, constituent, j'imagine, une source importante pour écrire l'histoire de la diplomatie européenne. Alors effectivement, sa correspondance, ce sont des milliers et des milliers de lettres. Elle écrivait en fait en permanence.
Et elle est effectivement très importante, majeure pour les historiens. Et Dorothée est parfaitement consciente d'ailleurs que pour rester dans l'histoire, comme elle ne pourra pas apposer son nom au bas des traités, sa seule chance, c'est sa correspondance en fait. Et elle écrit à la fin de sa liaison à Metternich, il me semble que notre correspondance sera de la plus grande valeur pour les historiens de notre temps. Mes lettres ont été la plus fidèle discrétion des événements qui sont venus à ma connaissance, et beaucoup de faits importants ont été expliqués dans celles que tu m'as envoyées. En bref, j'ai le sentiment que la vérité émergera plus clairement dans cet échange de lettres que dans n'importe quelle mémoire qui pourront être publiées. Et puis concernant sa correspondance, je voulais dire un mot sur la correspondance Guizot-Liévin, parce que au moment où j'étais en train d'écrire cette biographie, en fait, il y avait Marie Dupont avec l'association Guizot qui publiait l'intégralité sur Internet de la correspondance entre ces deux personnes, et notamment sur la période 1846-1857 qui n'avait pas été du tout publiée. Et par exemple, alors, ils s'écrivent vraiment tous les jours, parfois des lettres très très longues. Et lorsqu'on veut par exemple suivre les événements des révolutions de 1848 en Europe, c'est vraiment un document exceptionnel. Donc sa correspondance, oui, c'est un témoignage extrêmement précieux pour les historiens. Malgré son rôle important et sa grande influence, Dorothée de Liévin est tombée dans l'oubli. Alors j'ai parlé du rôle de Chateaubriand dans cet effacement des mémoires, lui qui en a brossé un portrait peu flatteur, mais au-delà, Christophe Juban, comment vous expliquez-vous qu'elle était totalement oubliée ? Alors, d'abord, elle est mieux connue en Angleterre qu'en France. Elle était la femme de l'ambassadeur de Russie en France. Elle était très proche de Georges IV. Il y a plusieurs livres qui lui ont été consacrés en anglais. En revanche, en France, il y a eu une seule biographie, c'est celle d'Ernest Daudet, le frère aîné d'Alphonse, qui a été publiée en 1903. Puis je crois qu'en France, de façon plus générale, l'époque est mal connue parce que c'est la Restauration, c'est le retour des rois. Ça ne passionne pas forcément les historiens républicains. Et puis sur le plan de l'histoire diplomatique, la France va quand même mettre pas mal d'années avant de récupérer son statut de grande puissance. Et puis c'est une grande aristocrate russe vivant à Paris, donc ça donne pas forcément une image très favorable au départ. Et donc encore une fois, c'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait absolument écrire une nouvelle biographie sur elle. Et pour conclure, Christophe Juban, quelle place Dorothée de Liévin devrait-elle avoir dans l'histoire de la diplomatie européenne ? Alors je crois que dans toute sa carrière diplomatique, entre guillemets, je voudrais citer, qui est très longue, je voudrais citer deux exemples pour lesquels elle a joué un rôle important et qui méritent de rester dans l'histoire de la diplomatie. Le premier, c'est l'indépendance de la Grèce. Donc le contexte, au début du 19e siècle, la Grèce appartient à l'Empire ottoman, l'Empire turc. Il y a une révolte des Grecs en 1820. Le sultan est dépassé par les événements. Il est obligé de faire appel à son vassal, l'Égyptien, pour mater la rébellion. Et il y a un plan d'extermination des Grecs. Et là, la princesse de Liévin va réaliser son premier coup diplomatique. Et là, c'est un épisode très romanesque, puisqu'on est en 1825. Elle a 40 ans. Elle est toujours la maîtresse de Metternich. Et là, depuis Londres, elle va traverser toute l'Europe pour se rendre à Saint-Pétersbourg. Et on imagine qu'à cette époque, en calèche, c'est pas forcément très simple. C'est plus de 3 semaines de voyage. Et donc, elle va convaincre le tsar de rompre avec son amant Metternich sur cette question d'Orient et se rapprocher de l'Angleterre de Canning. Et cela conduira à l'indépendance de la Grèce. Et donc, l'historien Temperley, le spécialiste de Canning, dit ceci à propos d'elle: cette femme d'une intelligence remarquable avait réussi un coup diplomatique avec un art tout féminin, certainement un des plus remarquables exemples de diplomatie non officielle. Et puis il y a le deuxième épisode, c'est l'entente cordiale, ce que les historiens appellent la première entente cordiale entre la France et l'Angleterre. Donc le contexte est le suivant: en 1840, au moment où Guizot est nommé ambassadeur de France à Londres, la France est complètement isolée sur le plan diplomatique, parce que Lord Palmerston a signé un accord avec les trois autres grandes puissances sur la question d'Orient. Et on est vraiment tout proche d'un conflit armé. Donc fin 1840, Guizot devient ministre des Affaires étrangères. Quelques mois plus tard, c'est l'autre complice de Dorothée, Lord Aberdeen, qui devient ministre des Affaires étrangères. Et ces deux hommes, donc avec Dorothée, vont mettre en place ce qu'on appelle la première entente cordiale entre les deux pays. Et dans la première lettre que Lord Aberdeen adresse de son bureau du Foreign Office, c'est à Dorothée. À propos de Guizot, il écrit: bien sûr, nous rencontrerons des difficultés et nous connaîtrons des conflits d'intérêts, mais si nous partageons les mêmes objectifs, nous les surmonterons. Nous devons par conséquent nous aider, nous assister mutuellement.
Lord Aberdeen à Dorothée de Liévin. Et cette première entente cordiale donc, va durer de 1841 à 1846. La reine Victoria viendra en France. Ça sera la première visite d'un souverain britannique depuis le XVIe siècle. Donc voilà, je pense que ces quelques mots, nous rencontrons des difficultés, mais nous les surmonterons. C'est peut-être la plus belle définition de la diplomatie, et c'était sans aucun doute celle de Dorothée de Liévin. Merci beaucoup Christophe Juban de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Dorothée de Liévin, la princesse diplomate. Je rappelle que votre livre Dorothée de Liévin, diplomate et icône du concert européen paraît aux éditions Michel de Maulle. Merci. Stéphane Bender. Merci à vous. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.